Masechet Betsa Daf Lamed Bet, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. En pohatin et aner mi pene sheu ose keli. Ve'en osin pehamin beyom tov. Ve'en hotrin et apetila. Rabbi Yehuda Omer, hotrah ba'our. De quoi parle-t-on? Il s'agit des halachot relatives à l'interdiction de fabriquer un keli pendant Yom Tov. Bien qu'on ait dit qu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, c'est la différence d'ailleurs avec Shabbat. Shabbat, on ne peut pas cuisiner, mais Yom Tov, on le peut. Mais malgré tout, il y a des restrictions. On ne peut pas fabriquer un keli pour profiter. Par exemple, on a le droit d'allumer un feu, c'est-à-dire une lumière, une veilleuse, à partir d'une flamme existante. Midera Banan, on nous a limité. On ne peut pas allumer un feu nouveau, mais on peut utiliser une flamme existante en allumant une bougie avec. Mais malgré tout, bien que on a le droit de s'éclairer avec l'allumage d'une veilleuse, mais on n'a pas le droit de fabriquer la veilleuse. Comment est-ce qu'à l'époque on fabriquait des veilleuses? Alors c'était généralement un récipient en argile. Comment on fabriquait? Le potier prenait des boules d'argile qui s'appellent, on appelait ça des œufs d'argile. Parce que c'était des boules en argile qui avaient une forme d'œuf. Qu'est-ce qu'il faisait le potier? Il prenait la boule et il enfonçait son poing dedans. Ça faisait une forme de récipient. Puisque le creux à l'intérieur de la pâte d'argile, avec la pression, eh bien ça déborde sur les côtés et ça nous donne une forme de récipient. Et ensuite, on mettait ça au four. Quand on faisait pas, on passait l'argile crue au four, ça durcit. C'est comme ça qu'on avait des veilleuses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? En pohatin et aner. Le mot pohet, c'est réduire. Ça vient du mot pahot. Comment on dit en hébreu? Moins. Plus ou moins. Plus, c'est yoter. Moins, c'est pahot. Pohatin et aner, c'est réduire la veilleuse. Ça veut dire quoi, réduire la veilleuse? C'est fabriquer le creux de la veilleuse en appuyant avec son poing au milieu de la boule d'argile, de ce qu'on appelle betsa. Betsa, c'est un œuf d'argile. Tu enfonces et ça s'appelle pohet. Parce que tu crées le phat, tu crées le creux. Et ça, c'est interdit pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que tu fabriques un keli pendant Yom Tov. Et on n'a pas le droit de fabriquer des ustensiles pendant Yom Tov. Comme dit la Mishnah elle-même, mi pene, shou ose, keli. Il a fabriqué un keli. Ve'en osin pehamin beyom tov. Et on n'a pas le droit non plus de fabriquer du charbon pendant Yom Tov. Comment on fabriquait du charbon? On prenait des bûches de bois, on mettait dans le feu, on laissait cramer, et après on éteignait, on retirait, et on éteignait ce feu. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est devenu du charbon, c'est un combustible qui est beaucoup plus facile à allumer que du bois, surtout pour cuisiner. Si vous voulez avoir du feu de cheminée, vous mettez une bûche de bois. Mais si vous voulez avoir des braises de barbecue, parce que vous voulez cuire le steak, le foie, le poulet, et vous ne voulez pas brûler l'aliment, alors vous utilisez du charbon et vous n'utilisez pas des bûches de bois. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer du charbon pendant Yom Tov? C'est interdit. Quel est le problème? C'est d'éteindre le charbon, c'est d'éteindre le bois? C'est quoi le problème? Le problème, c'est la fabrication. On n'a pas le droit de fabriquer. Parce qu'on doit éteindre? Pas seulement ça. C'est une transformation. Une transformation, bravo. C'est-à-dire, le fait... Alors, justement, ici, on va voir quel était le but, quel est l'objectif de cette fabrication. Dans quel but? Dans quel but il fabrique? Est-ce que c'est pour manger? Si c'était vraiment pour manger, alors en effet, ça reste ce qu'on appelle ochel nefesh. Mais ici, on va voir que c'est pas pour manger. En réalité, c'était pour les oliarines. C'est quoi les oliarines? C'était les laveurs. À l'époque, il n'y avait pas de douche dans les maisons. Il n'y avait pas de bain, de salle de bain. C'était des bains publics. Les gens allaient dans ces établissements de bains publics, ils payaient aux laveurs et ils allaient se laver. Il y avait
la chambre de sauna, pour le hammam, exactement, pour aller transpirer. Ensuite, on allait se baigner. Après, c'était la douche froide. C'était très organisé. Il y avait les masseurs, vous sortez de là avec un bon massage. C'était quelque chose d'extraordinaire. Une vraie entreprise que d'aller se laver. On n'a pas le droit de fabriquer du charbon pour les oliarines. On verra que la Gemara va poser la question, mais c'est normal puisqu'on n'a pas le droit non plus de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver, n'est-ce pas? Alors, quel est le hidouche? Et la Gemara va répondre qu'il s'agit de l'époque où on n'avait pas encore interdit la zéra. Qu'est-ce que ça veut dire la zéra? La transpiration, le sauna. Ça ne vous dérangerait pas de fermer? Merci beaucoup. Lorsque les Chachamim ont interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, seulement Shabbat c'est interdit même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver, et pendant Yom Tov, on a le droit de se laver avec de l'eau chaude qui a chauffé avant Yom Tov, mais pas avec de l'eau chaude qui a chauffé pendant Yom Tov. Et les Chachamim, pourquoi est-ce qu'ils avaient interdit cela? Ils avaient interdit parce que les laveurs de bains publics, qui gagnaient beaucoup d'argent avec chaque individu, qu'est-ce qu'ils faisaient le Shabbat? Quand les gens venaient pour se laver le Shabbat, ils leur disaient, il n'y a pas de problème, venez, venez. Il lui dit, quoi, il y a de l'eau chaude encore? Il dit, bien sûr qu'il y a de l'eau chaude. D'où elle sort cette eau chaude? Ah, on l'avait chauffée avant Shabbat. Qu'est-ce que tu crois? Nous, on profane le Shabbat. En réalité, ces Rechaïm, ils chauffaient l'eau pendant Shabbat et ils racontaient des histoires aux gens en disant que c'était là depuis avant Shabbat. Depuis, les Chachamim ont dit, Shabbat, on n'a pas le droit de se laver, pas seulement avec l'eau chaude chauffée pendant Shabbat, mais même l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Mais maintenant, les Chachamim ont procédé par étapes. C'est-à-dire qu'au début, ils ont interdit de se laver, mais ils n'ont pas interdit la zéra. La zéra, la transpiration. C'est-à-dire le sauna. D'aller dans une pièce où il y avait de la vapeur et on transpirait, eh bien ça c'était encore permis. Et après ils ont vu que même ça, ils chauffaient de l'eau pendant Shabbat. Ils ont dit on interdit tout. Donc la Gemara va nous dire que quand on a interdit de fabriquer du charbon pendant Yom Tov, c'est fabriquer du charbon qui servait à l'utilisation de la zéra, de transpirer dans la pièce de sauna, et à cette époque où c'était encore permis, on permet la transpiration, mais on ne permettait pas la fabrication du charbon pour la transpiration. Ça veut dire que, au moins, on a compris quelle est la raison de la restriction de cette Mishnah. Ve'en rosin pehamim biyom tov, ve'en chotrin et apetila. Vous savez aussi qu'à l'époque, les gens allumaient des veilleuses avec des mèches, des pétilas, une pétila. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quand vous étiez jeune. On n'avait pas tous les Nerlight et tous ces godets qui sont déjà tout prêts. Il fallait fabriquer sa mèche. Eh bien, à l'époque, il y avait des longues mèches qu'on fabriquait et ensuite on coupait le fil. On te dit que tu n'as pas le droit de couper le fil pour fabriquer des mèches, car c'est une fabrication d'un keli pendant Yom Tov. C'est interdit la fabrication d'un keli pendant Yom Tov. Également, et si tu l'as fait, tu peux t'en servir. Rabbi Yehuda Omer, Chotra Ba'ur. Rabbi Yehuda te dit, attention, l'interdiction, c'est seulement de prendre un couteau, des ciseaux pour couper normalement. Mais tu peux couper à l'aide d'une flamme. C'est-à-dire si tu prends ton fil et tu le mets sur la flamme, eh bien, évidemment, ça va se couper. Ça, tu as le droit. Et la Gemara va poser la question, elle va dire, mais quelle différence? Si ça, c'est interdit, pourquoi ça s'est permis? Tu me dis que tu n'as pas le droit de fabriquer une mèche. Alors, quelle différence fabriquer à l'aide d'un couteau ou à l'aide d'une flamme? On verra après. C'est pas de chinouille, puisqu'il y en a qui le font. Un Gemara. Mantana de Pritat Nermanaou. D'abord, première halakha de Mishnah que nous avions étudiée. On a dit que il est interdit de fabriquer un keli pendant Yom Tov. Par exemple, fabriquer une veilleuse. Comment on fabriquait une veilleuse? On prenait une boule d'argile, on enfonçait le poing dedans, on avait une forme de creux, désormais on pouvait mettre de l'huile dedans. Nachon? Alors c'est interdit d'être pohet, de faire entrer son poing à l'intérieur de la pâte d'argile.
Mantana de Pchitat Ner Manaou. Qui est-ce qui nous dit que, même avant de passer au four la veilleuse d'argile crue, c'est déjà considéré une fabrication de Kéli pour l'interdire Yom Tov, mais pourtant, on n'a pas encore terminé la fabrication du Kéli, car la veilleuse, elle doit passer deux procédés. Premier, c'est le creusage de la pâte d'argile, avec la pression du poing à l'intérieur de la boule. Ça, c'est premièrement, c'est ce qu'on appelle pohet. Mais ensuite, il y a la cuisson au four de la veilleuse. La veilleuse, on la cuit, cette poterie. Alors, qui te dit que rien que faire ça, d'appuyer dans la pâte, déjà, c'est une infraction? Qui t'a dit que c'est déjà interdit? Mais je n'ai pas terminé la fabrication du Kéli. Et si je n'ai pas terminé la fabrication du Kéli, ça devrait être considéré comme permis. Question. Mantana de Pechitat Ner Manaou, qui est l'auteur de cette opinion qui dit que réduire la boule d'argile et la creuser, c'est considéré mana. C'est quoi mana? Même Nun Aleph. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi mana? Une portion. Non. Mana, une portion, c'est en hébreu. Mais en araméen, avec Aleph. Ici, c'est avec Aleph, c'est pas avec Kéli. Kéli. Mana, en araméen, c'est un Kéli. Qui te dit que creuser une boule d'argile pour en faire un récipient, même avant de passer au four, c'est considéré fabrication de Kéli? Réponse à Rabbi Yosef, Rabbi Meiri. Rabbi Yosef te dit, eh bien c'est Rabbi Meir Baalanes qui en est l'auteur. Où est-ce que nous retrouvons que Rabbi Meir a dit cela? Dans la baraïta suivante. Detania, comme il est écrit dans la baraïta, Kéli Heres, un Kéli en argile. Mais Ematai Mekabel Tum'a. À partir de quand il est apte à devenir impur? Car vous le savez, mes amis, que la Torah nous a dit qu'un Kéli peut devenir impur au contact d'une source d'impureté quelconque. Exemple, si on a un mort, le mort, on sait qu'il communique de l'impureté. Si le Kéli a touché le mort, le Kéli, qu'est-ce qu'il va devenir? Impur. Ou bien un reptile mort, ou bien une charogne, ou bien une personne qui est impure, que ce soit une nida, ou un homme qui est zav, Baal Keri, qui a eu un épanchement, n'est-ce pas? Donc, tout cela, ce sont des sources d'impureté. Si ils étaient au contact du Kéli, le Kéli devient tamé. Question, quel est le din d'un Kéli Heres, un Kéli en argile? À partir de quand il s'appelle Kéli pour devenir impur au contact d'une source d'impureté? Hein? Bravo! C'est la mahloket. Voilà la mahloket. Kéli Heres me ematai me kabel tum'a mi shenigmera melarto divrei Rabbi Meir. Rabbi Yoshua Omer Mishe Yitzarfo Bakivshan. Pour Rabbi Meir, il est suffisant juste de creuser, d'avoir formé la forme de réceptacle, de récipient. Il y a un creux à l'intérieur de la pâte d'argile. Ça suffit pour l'appeler Kéli. Il peut devenir impur. Mais Rabbi Yoshua dit pas du tout. Il dit que c'est uniquement lorsqu'il a cuit au four. Mishe Tzarfo Batanour, Bakivshan. C'est quoi Kivshan? Une fournaise. Kivshan, fournaise. Une fois que tu l'as passé à la fournaise, là ça s'appelle Kéli. Mais sinon, c'est pas encore Kéli. Même s'il touche le mort, il n'y a pas de problème, il reste pur. Alors maintenant vous avez compris. Qui est l'auteur de notre Mishnah? Qui a dit que pendant Yom Tov, interdit de mettre son poing à l'intérieur de la boule d'argile pour fabriquer le creux, le récipient? C'est Rabbi Meir Baalanes qui lui-même a dit à propos de la Toum'a que si ce Kéli a touché un mort, eh bien il devient impur. Sous-entendu que pour lui ça s'appelle déjà Kéli. Si ça s'appelle Kéli, donc c'est compréhensible pourquoi Yom Tov interdit de mettre son poing dans la pâte d'argile, car c'est une fabrication de Kéli. Attendez, Non, vous avez dit quelque chose de... Il a dit quelque chose de beau. Non, mais lui, il pose la question, il dit, mais pourquoi il dit ça? Normalement, même Rabbi Yoshua aurait dû être d'accord avec Rabbi Meir pour considérer que même avant de le passer au four, c'est déjà un Kéli, puisqu'on peut mettre déjà un liquide, vous dites. D'accord? Eh bien, je suis très heureux de votre réflexion, parce que ça va être le débat de la Gemara. Et la Gemara
Donc en effet, tout de suite, ça va être la question. Regardez, regardez. La Gemara nous dit comme ça. Amarle Abaye. Abaye va dire, Mimai, Dilma Adkan Loka Marabi Mirata Mila de Haze le Kaboule Mevinde, Avalacha le Mai Haze. Bah, votre question, c'est la question d'Agmara. L'Agmara dit comme ça, mais à l'envers. L'Agmara dit comme ça. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'en général, la poterie, à partir de quand le Kéli s'appelle Kéli, au point de devenir tamé au contact d'une source d'impureté, rien que dès qu'il lui a donné la forme, dès qu'il a formaté, même avant qu'il ait durci au four. Alors, la Gemara dit, je peux comprendre cela pour des grands Kélim. Quand tu as des grands récipients en argile, même si ce n'est pas encore très dur, tu peux mettre dedans, par exemple, du blé, tu peux mettre dedans des petits trucs, donc ça devient un récipient. Alors ça s'appelle Kéli. Mais le petit nerf, la petite veilleuse qu'il a fabriqué avec son poing, c'est un petit Kéli, qu'est-ce qu'il va mettre dedans? Qu'est-ce qu'il peut mettre? Du liquide, il ne peut pas. Pourquoi? Car le liquide va dissoudre. S'il met dedans de l'eau ou du liquide, ça peut dissoudre, comme c'est encore cru, ça peut se dissoudre facilement, ça n'a pas durci au four, c'est pas encore hermétique pour du liquide. Mais il peut mettre des trucs légers quand c'est quelque chose qui est grand. Mais quelque chose de petit, à quoi ça peut servir? Pourquoi Rabbi Meir va dire que la fabrication d'une petite veilleuse que tu as fabriquée avec ton poing dans une boule d'argile, tu vas dire que c'est un Kéli. Mais à quoi il peut servir ce Kéli? Mettre de l'huile, il ne peut pas. Ça va couler pour allumer la veilleuse. Mettre dedans des trucs comme on met dans un grand récipient, tu ne peux pas, que tu ne vas pas utiliser ça pour mettre dedans du blé, des choses. C'est tout petit. Alors à quoi ça peut servir? Comment tu peux le qualifier d'ustensile de Kéli? Réponse. Il lui a répondu, les caboulets bepchité, pour mettre dedans des pièces. Parfois à la maison, vous avez des pièces dans la poche. Vous dites, qu'est-ce que je fais avec ces pièces? Ça m'alourdit la poche. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as le fourre-tout. Tu as le... ça vulgairement un vide-poche. Bravo. Excellent. Alors il dit, ça sert de vide-poche. Quand tu mets des pièces à la maison, devant la porte de la maison, à chaque fois, tu cherches où mettre tes petites pièces, eh bien voilà, tu as ton vide-poche. Ça peut servir à cela. Qu'est-ce qu'on veut de l'eau? Hein? C'est pas un Kéli. Justement, c'est ça qui lui donne le statut de Si le Kéli. liquide ne passe à travers ce qui perd son statut de Kéli. Sadique! Mais c'est exactement la question et la réponse. La question c'était, mais il ne peut pas contenir un liquide. Il lui répond, j'ai pas besoin qu'il contienne un liquide pour qu'il s'appelle Kéli. Il est suffisant qu'il contienne des pièces pour que ça ait le statut de Kéli. Et si ça s'appelle Kéli, c'est Mekabel Toum'a. Et si ça s'appelle Kéli, c'est interdit de le fabriquer pendant Yom Tov. C'est une règle, ça, si le... C'est limpide comme l'eau de roche. J'ai compris le... Si on veut récapituler, très brièvement, c'est que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yoshua, elle est de savoir à partir de quel moment le fabricant d'un Kéli peut octroyer et conférer à l'objet un statut de Kéli ou pas. Selon Rabbi Yoshua, il faut atteindre l'objectif initial, puisque l'intention de cet homme, c'était de fabriquer un réceptacle pour en faire une veilleuse. Donc tant qu'il n'a pas encore durci l'argile, il n'a pas encore passé la veilleuse au four, impossible de mettre dedans de l'huile, un liquide. Ça va dissoudre l'argile, ça va couler. Donc on ne peut pas encore l'utiliser. À ce titre-là, Rabbi Yoshua va dire, eh bien ce n'est pas encore un Kéli. Tant que tu n'as pas passé à la fournaise ta veilleuse, ce n'est pas un Kéli. Par conséquent, si c'était au contact d'un mort, par exemple, le Kéli reste tarot parce que ce n'est pas un Kéli, il ne peut pas devenir tamé. Ou bien, par exemple, Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction d'enfoncer son poing dans la boule d'argile, vu que cette action n'est pas une fabrication de Kéli. Il faut encore passer cela au four. Tandis que Rabbi Meir va dire qu'on ne va pas d'après l'intention de l'homme, on va d'après la réalité. Est-ce que c'est déjà utilisable tel quel? Réponse oui. À quoi ça peut servir un morceau d'argile dans lequel tu as enfoncé ton poing? D'accord, maintenant il y a un creux. Ok, mais qu'est-ce que tu peux mettre dedans? De l'huile, tu ne peux pas mettre. Et oui, mais ça peut servir de vide-poche. Tu peux y mettre dedans des pièces. C'est amplement suffisant pour lui conférer un statut de Kéli, et par conséquent, il est Mekabel Toum'a. Il peut devenir impur au contact d'une source d'impureté, et par conséquent, c'est interdit Yom Tov de fabriquer ce Kéli. Voilà ce que pense Rabbi Meir. La Gemara maintenant va nous présenter une autre version de ce même débat.
on va voir que c'est presque pareil, sauf que, au lieu de dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir Baal Hanes, on va dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer bar Bitzadok. Alors regardons. Ika de Amré, certains ont dit, Amar Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yosef, Rabbi Eliezer bar Bitzadoki. C'est Rabbi Eliezer bar Bitzadok qui est l'auteur de notre Mishnah, qui interdit d'enfoncer son poing dans la boule d'argile. Pourquoi? Où est-ce que nous voyons que Rabbi Eliezer bar Bitzadok s'est exprimé à ce propos? Ditnan, il fascine Hiraniyot, Tehorot be'ohel hamet, Utmeot bemassa hazav. Rabbi Eliezer bar Bitzadok omer, Af Tehorot bemassa hazav, les filles shelo nigmera melachtan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une marloquette à propos des Ilfassin Hiraniot. Vous savez c'est quoi Ilfassin Hiraniot? Rashi va nous dire que dans la Gemara, on nous expliquera que il y avait des villageois, des paysans, qui mangeaient de manière un peu barbare, un peu sauvage. Ils n'attendaient pas de fabriquer un kéli en tant que réceptacle, comme un plat, comme une assiette creuse. Même lorsque c'était encore plat, déjà ils s'en servaient. Merci mille fois. Ils recevaient leur poisson grillé, leur steak. Au lieu de se servir d'une belle assiette comme des gens civils, ces paysans qui vivaient un peu de manière primitive, sauvage, eh bien eux, ils se servaient déjà de cette poterie quand c'était encore plat. On n'avait même pas encore créé le creux. Alors regardez-moi ça. Il fascine Hiraniot. Et la Gemara plus tard va nous dire que le het, tu le remplaces par aïn. Au lieu de Hiraniot, on va dire Iraniot. Et Aïr, c'est quoi Aïr? C'est une ville. Iranit, c'est un village. Ça veut dire les campagnards, ceux qui vivent à la campagne dans des petits villages, ceux-là se servaient de ce ilfas. Un ilfas qui était plat. Normalement, un kéli, pour être mekabel tum'a, il faut qu'il ait un creux, nahon. Mais s'il est plat, est-ce qu'il est mekabel tum'a? Alors écoutez un grand hidouche. Il y a une différence entre la tum'at met et la tum'a de massa hazav. Un mort, comme on a dit tout à l'heure, il communique de la tum'a. Il y a un mort dehors, si on prend un kéli, on touche, eh bien le kéli devient tamé. Mais quel est le din si le kéli il est plat? Par exemple, une planche à découper. Ou une plata, comme vous dites si bien. D'accord? Une plata plate. Kishmakenhu. Vous avez une planche à découper. Ça touchait le mort. Tamé ou pas tamé? Je vous écoute. C'est pas considéré On comme un dit oui, kéli. moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Vous auriez dit tamé, puisque c'est un kéli. Très bien. C'est un objet qu'on utilise. Bravo. Eh bien, étonnamment, c'est pas comme ça. Étonnamment, le kéli qui a touché le mort, pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il ait un réceptacle. Il faut qu'il y ait un creux, un bet qui boule. D'où on l'apprend, c'est que dans Parashat Roukat, où on parle du mort et de la tente où se trouve le mort, au Helamet et ainsi de suite, là-bas on retrouve qu'on parle d'un kéli qui était fermé, ou un kéli qui était ouvert. Chol kéli asher en tsamid patil alav tameu. Quand on dit ouvert ou fermé, forcément c'est qu'il y a un creux que tu peux fermer, que tu peux ouvrir. Donc de ce fait, concernant la tum'at met, il faut qu'il y ait un creux. Pour qu'un kéli soit mekabel, tum'at met, mais pas seulement cela, nous dit Rashi, que même tum'at maga, n'importe quel tum'a qui passe par le biais du contact, c'est-à-dire un kéli qui a touché le mort, un kéli qui a touché un reptile mort, qui a touché une charogne, qui a touché une personne qui était tamée, ça s'appelle tum'at maga, contact. Eh bien, il faut cette condition sine qua non, que le kéli ait un réceptacle, un bet qui boule. Si le kéli n'a pas de réceptacle, il restera tahor, bien qu'il ait un statut de kéli.
Ça, c'est une chose. Par contre, c'est seulement pour lorsqu'il s'agit de maga. Mais quand il s'agit de massa, massa, c'est-à-dire transporter. Par exemple, un zav, vous savez c'est quoi un zav? Un zav, c'est quelqu'un qui a eu un épanchement, plutôt un écoulement de gonorrhée. C'est une sorte de maladie. C'est pas comme une éjaculation normale, ce qu'on appelle Baal Keri. Un zav, c'est quelqu'un qui a un écoulement d'une substance farineuse et le membre n'est pas en érection. C'est pas une éjaculation classique naturelle, c'est un genre de maladie et ça rend la personne impure, qui s'appelle zav. Alors le zav, il est impur à tel point qu'il peut rendre impur même sans toucher, juste en soulevant. Par exemple, si lui, il prend un objet intermédiaire, voyez-vous le gâteau, lui il a touché le keli, il a soulevé le keli, il a soulevé le gâteau. Il n'a pas touché le gâteau. Le gâteau va devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'il a soulevé. Et pas seulement cela, même Hesset. C'est quoi Hesset? C'est bousculer. Par exemple, il y a un objet qui est posé, lui il vient avec son bâton, il le bouscule, il le pousse, il le rend tamé. Le massa hazav, le port, le transport du zav, rend tamé. Alors, le chidouche, il est qu'il rend tamé pas seulement un keli qui a un bet kiboul, un réceptacle, qui a un espace interne, même un keli qui est plat, comme une planche à découper, même ça, le zav peut rendre tamé. Massa hazav. Dès qu'il soulève, il a rendu tamé. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Quel est le din si le zav a soulevé une planche, mais en fait c'était en argile, mais c'était de l'argile plat, que les campagnards, les villageois utilisent telle quelle pour y mettre dessus leur poisson grillé ou autre, et ils n'attendent même pas que ça passe à la fournaise, que cette planche passe à la fournaise pour la durcir. Est-ce que c'est déjà un keli pour devenir tamé, oui ou non? Alors, le premier, ce qu'on appelle Tanakama, le premier Tana, a dit oui. C'est déjà Mekabel Tum'a. L'autre, Rabbi Lazar Bar Mitzadok, va dire que non. Je répète. Rabbi Lazar Omer, En laem shum tum'a delav kelininu, les fiches shelo nigmera melartan, hakikatan, hanechkeku mitam ot, mide iflug be ilfasin, alma le Rabbi Lazar, hakika meshavia leumana. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, en réalité, ces villageois, ils utilisent cette planche telle qu'elle. Nahon, qu'est-ce qui manque? Il manque deux choses. Il manque d'abord de creuser la planche, et deuxièmement la cuisson. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer Bar Mitzadok? Il dit, l'onigmera melartan, on n'a pas encore creusé le keli. Ça veut dire que, dans le cas où, en effet, on avait creusé, même si on ne l'a pas passé au four, déjà ça s'appelle un keli, d'après Rabbi Eliezer Bar Mitzadok. Superbe. C'était lui qu'on cherchait. C'est lui qui nous intéresse maintenant. Je cherchais qui était l'auteur de la Mishnah, qui a dit que même une veilleuse qui est fabriquée avec de la pâte d'argile crue, qui a juste un creux, mais qui n'est pas encore passé à la fournaise pour durcir les parois d'argile, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Eliezer Bar Mitzadok, qui a dit que pourquoi, si le zav a soulevé la planche, qu'on a appelée ilfassin hiraniot, pourquoi est-ce que ça reste pur, bien que le zav ait transporté cela? Il dit parce qu'on n'a pas encore formé le creux. Mais si on avait formé la forme normale, définitive, qui est la forme du creux, même si ce n'est pas encore passé au four, c'est considéré keli. Eh bien voilà, on a compris qui est l'auteur de notre Mishnah. La Mishnah qui a dit Yom Tov, tu n'as pas le droit d'enfoncer ton poing à l'intérieur de la boule d'argile parce que tu vas lui donner une forme de keli. Et pourtant, c'est pas passé au four, dans la fournaise. Et malgré tout, ça s'appelle un keli. C'est Rabbi Lazar Bar Mitzadok. Il est fidèle à sa propre opinion. Comme pour la Tum'a, il a dit que c'est Mekabel Tum'a dès qu'il y a un creux, bien que c'est de la pâte crue, la pâte d'argile crue,
Eh bien, pareil pour la fabrication du nerf. Bien que la pâte d'argile est encore crue, mais étant donné que ça a une forme de réceptacle, ça s'appelle Keli. Donc maintenant, on a deux versions dans la Gemara. Soit l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir, soit l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Elazar bar Tzadok. Le principal, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. On a trouvé l'auteur de notre Mishnah, celui que l'on cherche. Justement, la Gemara maintenant va poser la même question qu'on avait vue précédemment, à savoir, encore par rapport à quelque chose de grand, tu peux comprendre quelle est l'utilisation, mais une petite veilleuse minuscule qui a un petit creux, à quoi cela peut servir? Et on va avoir la même réponse, exactement. Amar le Abaye, din marad kan loka amar Rabbi Elazar bar Tzadok atam, et a des hazé les kaboulé bemide. Avalacha les maï hazé. Encore Rabbi Elazar bar Tzadok, je peux concevoir que lui considère Keli, même quelque chose qui n'est pas encore passé à la fournaise, parce que ça sert à quelque chose. On peut mettre des choses solides, même si on ne peut pas mettre du liquide. Mais une petite veilleuse, si elle ne peut pas servir au liquide, alors à quoi elle peut servir? Réponse, les kaboulés bépéchités. Pour y mettre dedans des pièces, pour vider ses poches, eh bien en effet, ça peut servir à cela. La Gemara cite une baraïta. Tanou Rabanan, en pohatin et taner. On n'a pas le droit de formater une veilleuse en enfonçant le poing dans l'œuf, dans la boule d'argile crue. Ven osin ilfasin hiraniot beyom tov. Et on ne fabrique pas des plats de villageois, de campagnards pendant Yom Tov. Rabban Shimon Gamliel matir beilfasin hiraniot. Mais Rabban Shimon Gamliel, lui, il permettait en effet de fabriquer pendant Yom Tov ces plats pour pouvoir manger, puisque on a le droit de manger, on a le droit également de se fabriquer les moyens de manger. Donc l'assiette ou le plat en question. Et la Gemara à ce propos va nous dire Maï hiraniot. C'est quoi ce mot-là? Hiraniot. Amar Rabbi Yehuda, hiraniot. Rabbi Yehuda, il échange la lettre het par la lettre aïn. Maï hiraniot. Ça veut dire quoi? Un plat hiraniot. Amar Abaye, tsa'e hakliyata. Les assiettes des campagnards, des villageois. Hiranit, c'est le village. Comme Ir, c'est la grande ville. Hiranit, c'est le petit village. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce qu'on a appris dans la Mishnah. Ven osin pehamin. On n'a pas le droit de fabriquer du charbon pendant Yom Tov. La Gemara demande pshita les maï hazé. Mais c'est évident que c'est assourd de fabriquer du charbon pendant Yom Tov. Car à quoi sert-il? S'il servait à quelque chose pour manger, d'accord, mais ici, à quoi sert-il? Réponse, Taner Abichia, l'onitzrecha et la lemosran, la oliarin les bobayom. C'est le chidouche, il est par rapport aux laveurs, dans les établissements de bains publics. On aurait pu croire qu'on a le droit de fabriquer du charbon pour chauffer de l'eau pour le bain public. Eh bien, c'est ça le chidouche, que tu n'as pas le droit de fabriquer du charbon, des braises. Alors la Gemara dit, mais c'est évident, ou bobayom mishari, est-ce qu'on a le droit de se laver pendant Yom Tov, de chauffer de l'eau pendant Yom Tov, mais on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver? Réponse, Kedeamarava leazia, vekodem gezera, achanami lehazia, vekodem gezera. La réponse, c'est par rapport à la transpiration. On a dit qu'on avait le droit de rentrer dans le sauna avant que les hachamim aient interdit. Car l'interdiction de se laver pendant Shabbat et Yom Tov, c'est une interdiction rabbinique à cause des profanateurs du Shabbat. Et en fait, hachamim ont procédé par étapes. D'abord, ils ont interdit de se laver à l'eau chaude mamash. Mais ils avaient encore permis le sauna. Après ça, quand ils ont vu que même pour le sauna, on commettait des infractions, ils ont interdit même de transpirer, même l'azia. Ve'en chotrin et apetila lishnaim. On n'a pas le droit de couper une mèche en deux, car ce serait fabriquer un keli. Fabriquer une mèche équivaut fabrication d'un keli pendant Yom Tov, chose évidemment interdite. La Gemara demande, Maishna besakin delo. Pourquoi tu as interdit de couper avec un couteau, avec des ciseaux? Parce que tu fabriques un keli. Alors pourquoi Rabbi Yehuda a permis de fabriquer, plutôt de couper une mèche avec du feu?
On a dit couper une mèche avec des ciseaux ou avec un couteau, c'est interdit. Mais par contre, de mettre la longue mèche sur une flamme de feu et tu sépares en deux, c'est permis. Mais qu'est-ce que ça change? L'interdiction, c'est de fabriquer. Et si c'est interdit de fabriquer, quelle différence si tu fabriques avec un couteau ou avec une flamme? Moins précis. Nachon. Alors la Gemara répond, Taner Rabbi Hiya, Chotra Ba'ur, Befi, Shete Nerot. De quoi on parle ici? D'une fabrication de mèches, mais au travers de l'utilisation de la mèche. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'allumer une veilleuse pendant Yom Tov? Réponse, oui. Alors maintenant, regardez la Chokhma. Je prends 2 veilleuses, 2 verres. Je prends ma longue mèche, regardez là. Voyez-vous, la longue mèche, elle est longue, hein? Eh bien, il y a une partie qui se trouve dans l'huile qui est dans ce verre. L'extrémité de cette mèche, elle est plongée dans l'huile de cette veilleuse. Et l'autre extrémité, elle est plongée dans l'huile de l'autre veilleuse. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est une longue mèche, qu'est-ce que je fais? Alors, j'agis intelligemment. Je prends mon allumette et je mets le feu au milieu. Quand je mets le feu au milieu, j'ai allumé d'un coup 2 veilleuses. Hein, comme on appelle ça, d'une pierre, 2 coups. D'un allumage, 2 veilleuses. Et qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai coupé. Mais j'ai coupé sans montrer que je fabriquais une mèche. J'ai allumé tout simplement ma veilleuse. J'ai le droit? Oui. Alors pourquoi tu veux m'interdire? Tu vas dire parce que tu as fabriqué la mèche. Eh bien non, ça ne se présente pas sous forme de fabrication de mèche. Ça se présente sous forme d'allumage. Et j'ai le droit d'allumer ma veilleuse. J'ai allumé ma veilleuse. Maïrpat lecha que par voie de conséquence, j'ai maintenant 2 veilleuses au lieu, 2 mèches au lieu d'une. En réalité, moi, ce que j'ai fait, mon action était une action d'allumage. C'était pas une action de fabrication. You understand, my friend? Ça veut dire que, est-ce que je suis en train de fabriquer ou je suis en train d'allumer ma veilleuse? J'allume ma veilleuse. Tu vois ici, j'ai 2 veilleuses, je les ai allumées en une fois. On ne dira pas Nichalé? Oui, mais malgré tout, étant donné que la principale action, c'est de l'allumage, c'est de l'allumage. Je vois votre frustration, on va se laisser un petit temps de digestion intellectuelle, et on va comprendre qu'en effet, il y a fabrication interdite, et il y a allumage permis, même si, par voie de conséquence, indirectement, il y a ici une fabrication de mèches. Vous savez... La marchava, elle était quoi? Elle était d'allumer une mèche ou de la fabrication? Quel était le but? Allumer, si c'est permis, allumer. Tu dis d'allumer la mèche? Oui, mais tu savais, les 2 trucs, tu savais ce qu'il y avait. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais c'est Crécha. Ça veut dire il savait. Ça veut dire c'était évident. Et en plus, ça m'intéresse. Alors, vous savez à quoi cela ressemble? Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de trier. D'accord? On n'a pas le droit de retirer le mauvais du bon. Est-ce qu'on a le droit de prendre le bon du mauvais? Oui, mais pourtant c'est trié. Quelle différence entre prenant le bon du mauvais, le mauvais du bon? Mais les deux, c'est trier. Et si trier, c'est interdit, la réponse, c'est que quand tu prends le mauvais du bon, tu tries. Quand tu prends le bon du mauvais, tu manges, tu manges. You understand? Quel est le caractère de l'action? L'action va prendre une autre dimension en fonction de la réalité actuelle. Ce que je suis en train de faire, je mange. Ce que je suis en train de faire, je trie. Tout dépend de ce que je suis en train de faire. Laissons l'intention de côté. Maintenant, ce que je fais. Maintenant, l'allumage. J'allume. Ou bien, je fabrique. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Eh bien, il allume. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là avec les ciseaux? Il fabrique. Fabriquer interdit. Allumer permis. Point à la ligne. Maintenant, la Braïta nous dit Taner Abichia, Hotra, Baour, Befish, Tenerot. En effet, la Braïta nous a dit que c'est bon. Amar, Rav Natan Baraba Marav, Mohatin et Apetila Beyom Tov. Maï Mohatin, Amar Rav Hanin Abar Shelamia, Le'adouya Kushra. Est-ce qu'on a le droit de moucher une mèche? Vous savez c'est quoi moucher? La Gemara dit, c'est que quand on a une mèche qui n'est pas de très bonne qualité, alors elle fait comme du charbon à l'intérieur de la flamme. Et quand vous avez une mèche qui n'est pas de bonne qualité, qui fait comme du charbon à l'intérieur de la flamme,
la flamme elle est affaiblie. Quand vous avez que de la flamme, alors c'est intense, ça éclaire, c'est limpide. Mais quand vous avez une mèche qui fait comme du charbon, et vous voyez à l'intérieur de la flamme comme du charbon, alors cette boule de charbon, est-ce que j'ai le droit de la retirer pendant Yom Tov? C'est éteindre. C'est éteindre. Ou attiser. Hein? Ou attiser. Parce que vous enlevez ce charbon, la flamme va... Bravo, bravo, vivre. bravo. Est-ce que, eh bien, est-ce que ça s'appelle... Le but, c'est attiser. Le but, c'est attiser. Et c'est permis Yom Tov. J'ai le droit d'attiser Yom Tov, la flamme. Nachon? Alors, eh bien, c'est permis. C'est permis. C'est moutard. Pourquoi? Car le but, c'est attiser la flamme. Bravo. Attiser, on a le droit et... Excellent. éteindre, on a pas le droit. Excellent. Ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Je répète. Je Comme répète. trier, c'est la même chose, c'est la même logique. Vous êtes formaté pour la Gemara. Amar, maï mohatin. C'est quoi mohatin? Amar Abhanna bar Shelamia, les adouye hushra. Retirer l'obscurité. Retirer l'obscurité, ça veut dire ce qui obscurcit la flamme et qui l'assombrit, c'est la présence de la boule de charbon de l'extrémité de la mèche, et on a le droit de la retirer pendant Yom Tov pour attiser la flamme afin de s'éclairer davantage. Tane Bar Kapara. Bar Kapara nous enseigne une baraïta. Shisha devarim nemru bapetila. Il y a 6 halachot qui ont été enseignées à propos de la mèche. Shlosha le'achmir ou shlosha le'akel. 3 halachot strictes et 3 halachot au contraire de tolérance. Première halacha qui nous interdit en godlin ota lechatchila b'yom tov. On n'a pas le droit a priori de fabriquer la mèche pendant Yom Tov, c'est-à-dire de prendre le coton et de rouler, de torsader pour fabriquer comme une mèche. Ça veut dire que vous avez du coton. Le coton, soit vous l'utilisez tel quel, c'est pas superbe, soit vous tournez entre les doigts pour torsader le coton pour en faire une mèche. Eh bien, puisqu'on n'a pas le droit de fabriquer des mèches pendant Yom Tov, c'est quelque chose que les chatrila ne faut pas faire. Ve'en mehavhevi nota ba'ur. On n'a pas le droit non plus de moucher. Vous savez comment c'est? On allume et on éteint. Comment? Je ne sais pas si vous aviez vécu ça. À l'époque, on avait des bougies. Les bougies, quand il y a de la, comment on appelle ça, de la cire en haut, alors ça empêche un bon allumage facile et rapide. Alors madame, elle doit rester des heures sur chaque bougie. Qu'est-ce que doit faire le mari? Il doit préparer l'allumage, alors il faut qu'il allume avant et qu'il éteigne. Ça s'appelle en français moucher la mèche. Donc il allume et il éteint. Quand il va allumer et éteindre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'extrémité de la mèche sera carbonisée, et dès qu'elle va venir avec son allumette, immédiatement ça va prendre. Alors, est-ce qu'on a le droit d'allumer et d'éteindre pendant Yom Tov la mèche pour pouvoir avoir une bonne mèche par la suite? Assour. Donc, en mohatin beyom Tov. On n'a pas le droit. Et il mouche la flamme pour quand? Deux petites secondes. Eh bien, pour après. Bon, après quoi? Pendant Yom Tov. Enfin, en même temps, on n'aura pas le Quand droit. sa femme va venir, elle va allumer. C'est ça pendant Yom Tov pour qu'elle allume le soir Yom Tov, quand laquelle on sait que je ne vais pas comprendre. Quel Yom Tov il est? Eh bien, imaginons par exemple. C'est un Yom Tov sur un autre Yom Tov? Non! Alors quoi alors? Alors quoi? Aujourd'hui, vous avez du mal à imaginer l'utilisation des veilleuses parce que vous avez des lumières électriques. Alors vous dites que la veilleuse soit allumée ou éteinte, pour vous c'est le même prix. Mais imaginez-vous, à l'époque où il n'y avait pas de lumière électrique, on était dans l'obscurité absolue. D'accord? C'était quoi la seule lumière qu'il y avait? C'était les veilleuses. Maintenant, on a par exemple 3 veilleuses pour la soirée. Si on les utilise toutes en même temps, nigma. Après une demi-heure ou une heure, on est tous dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on fait? On agit intelligemment. On va utiliser trois veilleuses l'une après l'autre. Dès que c'est là, avant qu'elle s'éteigne, on allume l'autre. Alors maintenant, quand il veut allumer la deuxième ou la troisième, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il prépare déjà la mèche pour qu'elle soit facile à allumer. Alors il la mouche. Pour avoir de la lumière. Interdit pendant Yom Tov. En godlin nota lechatchila b'yom tov, ve'en mehavhevi nota ba'ur, ve'en chotrin ota
Lishnaim. Et on n'a pas le droit non plus de couper en deux la longue mèche pour en faire deux petites, car c'est une fabrication. Les hakel, c'est quoi les trois halachot de kula? Kula, c'est-à-dire on est cool, on est tolérant par rapport à la mèche. Mais ma'acha bayad, on a le droit de l'écraser pour lui donner une forme de mèche. Ok, t'as pas le droit de torsader, mais tu as le droit au moins d'appuyer sur le coton pour que ce soit plus fin, plat. Shora bashemen, tu as le droit de la tremper dans l'huile. Vechotra ba'ur befishte nerot, et on a le droit également de couper en deux la mèche. Comment? Avec les deux veilleuses et la mèche entre les deux, et qu'on passe au-dessus de la flamme, et c'est comme ça qu'on allume deux veilleuses, et c'est permis pourtant de fabriquer deux petites mèches. Oui, mais c'était pas sous une forme de fabrication, c'était sous forme d'allumage. Et la Gemara nous dit que si déjà on a cité ce Rav, ce maître qui s'appelait Rav Natan Bar Abba au nom de Rav, on va dire encore une autre chose qu'il a dite, bien que ça n'a aucun rapport avec le sujet. Amar Rav Natan Bar Abba Amarav, Atire Babel Yorde Geinamhem. Les richards de la Babylonie iront à l'enfer. Pourquoi est-ce que ces richards babyloniens iront au Geinam? Qui a des Shabtai Bar Marianos, Iklar les Babel. Il y avait un Hacham qui s'appelait Shabtai Bar Marianos. Il est arrivé en Babylonie. Il a demandé, il leur a dit, chers Babyloniens, moi je suis un nouveau ici, j'ai envie de trouver une parnassa. Si vous voulez bien, vous avez de la marchandise. Vous avez de la marchandise en stock. Donnez-moi de la marchandise. Moi je m'occupe d'aller vendre un peu partout. Et vous me donnez mon salaire, c'est-à-dire on va gagner 50%, 50%. Au lieu que vous ayez du surstockage, moi je m'occupe de vous vendre cela. À vous, ça vous fait de la parnassa, et à moi, ça me profite. Ça me donne de la parnassa. Ils ont dit non. Alors il a dit, ok, moi je ne veux pas crever de faim. Vous voulez me donner, s'il vous plaît, à manger des maisonnotes, donnez-moi moins de tzedaka. Misa namelozaino. Tzedaka, non, on ne veut pas te donner. Amar hane me'erev rav ka'atu. Il a dit, ces richards babyloniens, ce ne sont pas des gens qui proviennent du Ham Israël. Ça, c'est certainement des neshamot du Erev Rav. Les myriades de peuples qui se sont joints à Israël en sortant d'Égypte quand ils ont vu les grands miracles. Ils ont dit, on veut aller avec vous dans le désert. Ces Erev Rav là, à cause d'eux, on a fait la faute du veau d'or et ainsi de suite. Il dit, c'est pas des neshamot du Ham Israël, c'est des neshamot de Erev Rav. Pourquoi? Dieu va te donner un cœur plein de pitié. Celui qui a pitié d'autrui, c'est qu'il descend d'Avraham Avinu. Car Avraham Avinu, c'était un homme généreux. C'était un homme qui était plein de miséricorde. Alors ça, c'est les descendants d'Avraham, Am Israël. Celui qui n'a pas pitié des créatures, certainement, il ne fait pas partie de la descendance d'Avraham Avinu. Encore, toujours le même. Le même Rav qui dit, tout celui qui espère et qui attend la table des autres pour manger, eh bien, son monde est obscur. Il vit dans l'obscurité. Ça veut dire quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas les moyens de subsistance. Il n'a pas la possibilité de subvenir à ses propres besoins. Il est toujours dans l'attente de l'assistance publique, dans l'attente de la tzedaka. Alors ça s'appelle quelqu'un qui est toujours en attente qu'on l'invite à la table d'autrui. Metzapé, les shulchan acherim. Il attend qu'on l'invite à la table des autres. Alors celui-là, son monde, il est hosher. Il vit dans l'obscurité, ce pauvre monsieur. Shenemar nodedhu lalechem aye yada kinachon beyado yom hosher. Il attend qu'on l'invite pour manger. Exactement, ça veut dire qu'il a faim, il a faim, il a faim. Tant qu'on ne l'a pas invité pour manger, tant qu'on ne lui a pas donné de l'argent pour s'acheter à manger, eh bien, il crève de faim. Rav Hizda amar afhaya venam hayim. Rav Hizda dit, sa vie n'en est pas une. Quelqu'un qui est toujours dans l'attente de la sistana, sa vie n'en est pas une. Parce que même quand il reçoit, il pense à ce qui va se passer demain quand il n'en aura pas. Ça fait qu'il ne profite jamais, même de ce qu'il a.
Tanour Abanan, Shlosha Hayem Enam Hayim. Il y en a 3 dont leur vie n'en est pas une. Ve'eluhen, les voici. Hametzape le Shulchan Havero, celui qui attend d'être invité à la table de son voisin pour pouvoir manger, en attendant il n'a pas de quoi manger. Umi Sheishto Moshelet Alav, celui qui est dominé par sa femme, comme dit le Passouk, Motseani Mavet et Aïcha. Je trouve la femme, quand elle est une femme méchante, ça dépend, il y a des femmes gentilles, mais si c'est une femme méchante, elle est pire que la mort. Omi Sheissurin Moshlin Begufo. Omi Sheissurin Moshlin Begufo. Et celui qui est malheureusement malade et dont le corps est victime de souffrances physiques, sa vie n'en est pas une. Et il y a ceux qui disent aussi, celui qui n'a pas de vêtements pour changer de vêtements. Il a toujours le même vêtement. Malheureusement, à un moment donné, il y a des puces, il y a des poux, il y a toutes sortes de choses. Et Skin, il est toujours rongé par ces bestioles. Mais Tanakama, pourquoi Tanakama n'a pas parlé de celui qui n'a qu'un seul halouk? Efshar de Merayen Bemane. Eh bien, il peut entretenir le vêtement et se débarrasser de ces bestioles sans souffrir d'elles. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé de ça. En tout cas, on va terminer juste avec cette Mishnah. En shovrin et acheres vet chotrin et anier litzlot bo maliyah. On n'a pas le droit pendant Yom Tov de briser de l'argile. Vous savez, à l'époque, quand ils faisaient du poisson grillé dans le barbecue, pour pas que ça brûle sur la grille, parce que le métal, quand il est en contact direct avec le steak ou avec le poisson, il colle et il brûle. Ça veut dire que c'est pas bien grillé, c'est brûlé. It's not good. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait comme des tuiles en argile, il cassait des morceaux et il mettait sur le feu, sur le barbecue, il mettait le poisson dessus, sur l'argile. Comme ça, c'est bien cuit et c'est pas brûlé. Alors, en shovrin et acheres, Yom Tov, tu fabriques un keli quand tu coupes la tuile en deux. Ve'en chotrin et anier litzlot bo maliyah. Ou bien quand il prenait des poissons salés, qu'il mettait dans le feu, et il ne voulait pas que ça passe au travers des trous de la grille. Alors il prenait du papier, comment vous dites? Du papier aluminium. Aujourd'hui, c'est des papiers aluminium. Des papillotes. Hazak. Les papillotes, aujourd'hui, on fait avec du papier aluminium. À l'époque, ils faisaient avec du vrai papier. Ça veut dire, comment du vrai papier? Ouais. Bravo. C'est-à-dire que c'est pas comme du papier d'aujourd'hui. Vous prenez des feuilles en papier, évidemment, que à la Macom, ça va brûler, ça ne tiendra pas une seconde. C'était comme du carton, du gros carton. Comme du papier sulfurisé, voilà, joliment dit. Comme le papier sulfurisé. Eh bien, vous mettez sur les braises et vous mettez le poisson dessus. Comme ça, ça n'allait pas brûler. C'est extraordinaire, cette histoire du papier sulfurisé. Aujourd'hui, par exemple, quand vous faites du poisson grillé dans les... Comment on appelle ça, les toasters? Dans les toasters, eh bien, vous mettez ça pour que ça ne colle pas. Et c'est une façon d'empêcher de brûler. Eh bien, on n'a pas le droit de déchirer le papier pendant Yom Tov parce que tu lui donnes une forme et tu fabriques un keli. Et on n'a pas le droit non plus de retirer, de racler le four quand il y a eu des débris de plâtre. Parce que comment ils fabriquaient le four à l'époque? C'était en forme conique, c'était de l'argile, et ils mettaient ensuite de l'enduit tout autour, à l'intérieur, de la terre cuite exactement. Eh bien, parfois, il y avait des chutes. Alors ces chutes-là, quand c'était sur le sol, on n'avait pas le droit de racler pendant Yom Tov, parce que c'est comme Metaken Keli. Eh bien, ça aussi, c'est une restriction. Aval mecha beshin, également, ce qu'on a le droit de faire par contre, c'est les chabesh, c'est quoi? C'est quand il y a des résidus, des chutes comme de la cendre ou des trucs comme ça qui tombent dans le four, on a le droit d'aplatir, de compresser pour pas que ça touche l'aliment qui est en haut, parce qu'il faisait rentrer le poulet rôti ou n'importe quoi par le haut du four. Le four était ouvert d'en haut, en forme conique, et après, une fois qu'ils ont fait rentrer la broche avec le poulet rôti ou l'agneau et ainsi de suite, ensuite ils fermaient le four d'en haut. Mais alors, il faut faire attention que ça ne touche pas
tous les résidus, tous les déchets qu'il y avait sur le sol, eh bien, tu as le droit d'aplanir pour pas que ça touche. T'as pas le droit de créer un ohel. C'est quoi ohel? Une tente. On n'a pas le droit de fabriquer une tente. C'est quoi une tente? Tu as deux parois et tu mets dessus un toit. Il dit, eh bien, si tu as, par exemple, tu prends deux haviot, deux tonneaux, tu les mets de côté pour fabriquer un genre de four. Comment ça? Tu as au milieu des braises et tu veux suspendre ta marmite dessus. Comment tu fais? Eh bien, tu prends deux tonneaux, un à droite et un à gauche des braises de feu, et tu mets ta marmite au-dessus des deux tonneaux. Eh bien, c'est comme si tu as fabriqué un ohel, une tente. C'est quoi une tente? Deux parois et un toit dessus. Tu n'as pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. C'est la marmite. Hein? Le toit, c'est la marmite. En makifin shtehadiot, on ne rapproche pas de tonneaux, les shpot alem et kedera, pour établir dessus la kedera pendant Yom Tov. Mais en somchim et kedera bebakaat, on n'a pas le droit de tenir, c'est-à-dire que si comment on appelle ça, la marmite elle est un peu bancale, quand tu la mets dans le four, tu n'as pas le droit de prendre, de caler, excusez-moi, pas dans le four. Quand tu veux poser sur la table ta marmite, seulement elle est bancale et tu veux la caler, tu n'as pas le droit d'utiliser une bûche de bois, car la bûche de bois elle est mouktsé. Étonnamment, la même bûche de bois, tu peux l'utiliser pour la mettre dans le four, dans le barbecue, puisque Yom Tov tu as le droit de cuisiner, mais cette même bûche de bois, qui était réservée que pour l'allumage, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour servir de cale pour caler la marmite. Pas la même utilisation, incroyable. Chen badelet, pareil on verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire de ne pas tenir avec la porte. On verra. Ben manhegim et abema bemakel biyom tov, mais Rabbi Elazar bar Shimon matir. Voilà, on a terminé la Mishnah où on retrouve qu'on ne peut pas utiliser non plus un bâton de bois pour conduire la bête, pour la piquer, pour la stimuler, pour avancer, car cette bûche de bois, on a dit, c'est fait que pour mettre dans le feu, mais Rabbi Elazar bar Tzadok autorise, et on verra sur qui il s'appuie Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, pardon. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, évidemment, vous l'avez compris, que Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il était cool par rapport au Mouktsé. Rabbi Uda, il est mahmir par rapport au Mouktsé, et là, on parle de Rabbi Elazar, qui est le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, on verra tout ça, Be'ezrat Hashem. Amen.